Après la chance d'avoir Marc avec nous, qui fournit, développe des technologies, on va faire venir sur scène donc Gilles Fontaine, le rédacteur en chef de Challenge, et Laurent Curny, qui est le président de Verizon France, qui est un très très gros consommateur de technologie, et ça sera intéressant. Et Gilles, je vais te laisser le soin de présenter Laurent. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Laurent, écoutez, on est ravis de vous avoir. Vous avez un profil intéressant, vous avez plein de qualités qui nous intéressent. Vous êtes français, bon, mais ça, c'est pas une qualité suffisante. Vous avez un parcours assez impressionnant, Alcatel, AT&T, Verizon aujourd'hui. Et surtout, vous avez fait votre parcours essentiellement à l'international, j'allais dire même presque exclusivement à l'international. Vous êtes en France depuis 1 an et demi, mais vous avez beaucoup travaillé au Royaume-Uni, une dizaine d'années. Vous avez travaillé en Allemagne, vous avez travaillé aux États-Unis, en Asie. Alors vous avez ce petit accent que vous allez deviner, essayer de le percer. Est-ce que c'est un petit peu germanique? Est-ce que c'est un petit peu américain, côte ouest? En tout cas, vous avez cette belle et robuste expérience. Et puis vous êtes surtout un homme des télécoms, vous l'avez tous compris. Et aujourd'hui, à la tête de Verizon France, vous dirigez aussi l'activité entreprise pour l'Europe, pour l'opérateur. Vous passez vos journées, c'est votre boulot, à conseiller les CEO européens sur leur stratégie digitale et sur la façon de faire face aussi à ces disruptions qui leur arrivent de façon un petit peu plus violemment chaque jour. Alors on pourrait peut-être commencer par revenir un petit peu sur les quatre options qui se présentent à nous, qu'on nous a présentées tout à l'heure dans la petite étude. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Mall? Est-ce que vous êtes plutôt Trust? Est-ce que vous êtes plutôt ouverture? Comment vous vous situez aujourd'hui chez Verizon par rapport à ces différents cas de figure? Et d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse, évidemment, qui nous a été présentée? Tout d'abord, merci pour cette introduction. La vision de Verizon sur les 4 scénarios qui ont été présentés, et je pense que l'analyse qui était certainement débattue par d'autres intervenants ce matin, notre position est finalement on ne verra pas l'émergence d'un scénario unique. On croit peut-être un petit peu poursuivre la lignée de Michel Combes ce matin, plutôt à une combinaison de ces 4 scénarios avec certainement une convergence. Et peut-être que le vieux débat qui était, est-ce qu'on verra d'un côté des opérateurs traditionnels qui sont purement commoditisés, sur lesquels finalement leur avenir semble assez gris et qui se concentrerait sur les tuyaux d'une part, et de l'autre côté les grandes plateformes de l'Internet qui s'accaparent de la majeure partie de la valeur. Peut-être est un débat du passé, en tout cas comme nous le voyons. Je pense qu'on s'oriente aujourd'hui plus sur finalement la combinaison de ces 4 scénarios, et la difficulté va réellement de savoir comment ces 4 scénarios et cet écosystème riche et très dynamique va interagir entre eux. Quelque part, ce qui est important certainement sera la capacité des opérateurs historiques à se réinventer. Je crois que certainement il y a eu pas mal de discussions sur la nécessité de changer d'ADN. Je pense que le logiciel culturel de la façon de gérer un opérateur traditionnel par rapport à la façon d'innover et de créer les services numériques de demain devra évoluer. Marc Roine parlait
dans son intervention de la nécessité d'accélérer la vélocité pour être capable finalement de mettre des nouveaux services sur le marché et être capable finalement d'être plus proche du modèle des startups. Le deuxième point certainement important sera également la capacité des acteurs à exécuter sur leur vision stratégique. Alors ce matin, Michel Combes finalement présentait un triptyque. Je pense que le triptyque de Verizon n'est pas très différent. On se concentre bien évidemment sur la connectivité. On a une partie qui est orientée sur les investissements autour des plateformes et la partie applicative. Je crois également qu'il faudra compter sur l'arrivée des verticaux dans cet écosystème. Et je crois que la présentation ce matin de Marie-Joëlle, mais également d'Éric, était très intéressante. Et je pense que cet écosystème qui sera ouvert ou semi-ouvert verra l'arrivée massive de ces verticaux qui eux-mêmes ont la nécessité de se transformer. Yves, ce matin, présentait très justement la partie servicisation de l'économie et des verticaux. Bien évidemment, il faudra, pour être capable de réaliser tout ça, un plan d'investissement soutenu sur lequel, automatiquement, Verizon travaille. Et justement, vous parliez du triptyque que nous a décrit Michel Combes ce matin. Vous êtes d'accord? Est-ce que finalement tous les opérateurs aujourd'hui mondiaux réfléchissent à cette stratégie, effectivement, connectivité, services, monétisation? Comment est-ce que vous mettez ça en œuvre? Et finalement, est-ce que tous les opérateurs télécoms aujourd'hui sont condamnés à la convergence ou à mourir? Peut-être ce matin, François, peut-être de façon un petit peu provocante, faisait référence des opérateurs comme étant des dinosaures. Et il est vrai que les opérateurs ont eu du mal et certainement ont pris longtemps avant de réagir. Verizon décline cette triptyque autour de trois grands axes. Le premier axe qui est la connectivité. On continue à investir dans les réseaux d'aujourd'hui, les réseaux de demain. Peut-être pour parler de quelques notions, aujourd'hui, nous investissons en moyenne 15 à 17 milliards de dollars annuellement dans la densification de nos réseaux 4G, dans la densification également des réseaux fibres, qui automatiquement, avec l'explosion des volumes de données, quand on regarde aujourd'hui à peu près 70% du trafic de données qui transitent à travers les réseaux sont finalement de la vidéo, nous impose d'investir de façon massive dans ces réseaux fixes et mobiles. Nous avons également un réseau Internet mondial pour permettre à nos clients multinationaux de livrer leurs services partout où ils opèrent. Un réseau qui couvre 150 territoires aujourd'hui et un peu plus de 2700 villes. Ça, c'est dans les réseaux d'aujourd'hui et cette densification est importante. Également, si on regarde un petit peu les réseaux de demain, on investit de façon assez significative dans notre stratégie de virtualisation de ces réseaux. D'une part avec notre stratégie NFV OpenStack, mais également SDN, qui nous permet de créer un nouveau paradigme pour nos clients, c'est-à-dire de virtualiser et de décorréler la partie physique pure du réseau de la partie gestion du contrôle, qui nous ouvre de nouvelles possibilités, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer des réseaux intelligents, très dynamiques, qui correspondent à une logique de consommation en temps réel à la demande. Aujourd'hui, nous avons déjà ces services que l'on offre à nos clients qui peuvent ajuster ce besoin de bande passante en moins d'une demi-heure, directement accessible depuis une application de leur smartphone, mais également être capable de virtualiser les ressources informatiques et par conséquent créer une agilité
entre les ressources informatiques et le besoin de bande passante pour garantir cette performance applicative auprès d'un utilisateur. Que cet utilisateur soit mobile ou soit fixe, partout où il se trouve dans le monde. Et alors, vous parlez vitesse, et effectivement, là, on y vient, puis vous nous direz peut-être sans doute un petit mot aussi sur la 5G. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que, effectivement, vos clients recherchent cette vitesse, ils recherchent aussi de plus en plus la collecte de la donnée, le big data, l'exploitation de ces données et la façon d'en tirer un maximum. Là, vous avez un outil extraordinaire par rapport à d'autres, c'est AOL que vous avez acquis l'année dernière. Qu'est-ce que, finalement, l'intégration d'un géant des médias comme AOL, des médias numériques, vous apporte et finalement, qu'est-ce que ça vous permet de restituer à vos clients au final ? Si on regarde, qui correspond complètement à cette deuxième couche, depuis 2011, Verizon a décidé d'investir de façon assez significative dans sa stratégie de plateforme. Et cette deuxième couche de notre stratégie est importante pour deux notions. La première notion, c'est qu'elle nous permettent de différencier et de valoriser nos offres de connectivité d'une part. Et deuxièmement, elle nous donne accès à la monétisation vers les applications et les contenus numériques. On a d'abord décidé de racheter des sociétés comme TerraMark et CloudSwitch dans le domaine du cloud. Ensuite, on a décidé de faire des rachats dans le domaine des machine-to-machine avec l'acquisition de Hughes Telematics. Et après, on s'est orienté autour des investissements dans le média. D'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde, Verizon se considère comme une digital media company et plus du tout comme un opérateur traditionnel. Et là, on a commencé à faire des acquisitions comme Hcast, OnQ, qui sont des acquisitions qui nous permettaient de mieux distribuer le contenu et d'optimiser cette distribution de contenu numérique, notamment vidéo. L'acquisition d'AOL, pour nous, est importante parce qu'elle nous permet véritablement de rentrer dans ce monde des médias, mais d'être capable de créer de la valeur, d'une part en exploitant les données que nous avons grâce à nos réseaux, mais grâce également aux autres plateformes que nous avons, et de fournir finalement, que ce soit à des annonceurs, que ce soit à des publicitaires ou à des distributeurs de contenu, de chaînes de télévision, qui aujourd'hui ont cette difficulté qui, dans un monde multi-écran, est de savoir comment bien cibler les audiences, d'utiliser de façon très programmatique cette intelligence pour créer des campagnes multi-écrans, mais également, comme a été mentionné plus tôt, s'assurer que la gestion de la fraude qui existe, on le sait, sur les robots qui opèrent et qui simulent finalement une audience, soit prise en compte. Et AOL, avec d'autres acquisitions que nous avons faites, comme par exemple Advertising.com ou plus récemment Millennial, nous permet véritablement de rentrer dans ce monde des médias qui va nous permettre de monétiser et de devenir un acteur majeur sur le monde de la publicité en ligne. Et Yahoo, dans cet ensemble-là, ça vous permettrait de faire quoi ? Parce que vous êtes quand même... j'ai cru comprendre que vous étiez assez engagé dans les négociations avec le portail Yahoo. C'est l'apport d'une compagnie comme celle-là, pionnière du web, qu'est-ce que ça apporterait à Verizon ? Alors, bien évidemment, je vais pas commenter sur les discussions en cours. Ça reste entre nous, hein, de toute façon. Ça reste bien évidemment entre nous. Je pense que c'est important de bien comprendre, si on regarde notre stratégie, d'une part, on a la possibilité de diffuser auprès de nos propres bases de clients. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous avons environ 113 millions d'abonnés mobiles. À travers l'acquisition d'AOL, on a également à peu près 200 à 250 millions d'utilisateurs qui sont assez fidèles, qui regardent notre contenu, auxquels on distribue notre contenu. Et bien évidemment, pour pouvoir continuer à renforcer notre stratégie, et nous souhaitons devenir certainement le numéro 3 de la publicité en ligne, nous allons continuer à évaluer des acquisitions potentielles qui permettraient d'une part de renforcer notre base d'audience, puisque quelque part une audience plus large du contenu que nous sommes en mesure de valoriser
auprès des annonceurs, auprès des publicitaires, auprès des marques, mais également qui nous permettrait de distribuer plus de contenu, nous permettra de valoriser finalement cette publicité en ligne, ce micro-ciblage que nous faisons grâce à nos plateformes. D'accord. Alors, est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner quelques exemples justement des services que vous allez pouvoir proposer, ou que vous proposez d'ailleurs déjà, aux professionnels ou au client final? Ça donne quoi concrètement sur le terrain? Sur le terrain, ça donne quoi? Ça donne des choses... Quand on regarde la transformation numérique, et je pense que c'était très bien souligné par Eric de Michelin, on voit deux axes, en tout cas au niveau des verticaux. D'un côté, on a un axe qui est opérationnel, comment utiliser des technologies afin d'améliorer les processus métiers et de produire moins cher, plus vite et mieux. Et par exemple, en partenariat avec une société française qui s'appelle ITK, qui est scientifique dans la modélisation en agronomie, nous avons développé une solution d'agriculture de précision. Alors, comme on le sait tous aujourd'hui, l'agriculture subit des changements assez profonds, que ce soit en termes de changement climatique, que ce soit autour la qualité des terres qui sont certainement de plus en plus mises à mal. Et cette solution connectée d'Internet de José qui utilise d'une part la modélisation d'ITK, mais également nos infrastructures cloud, nos compétences en sécurité, mais également notre connectivité, permet à un exploitant agricole de pouvoir savoir quasiment en temps réel sur quelle parcelle il doit intervenir pour potentiellement mettre des fertilisants, quelle est la condition de ces terres, est-ce qu'il a besoin de les arroser ou pas, jusqu'à la modélisation de rendement potentiel. Et ça, c'est une solution qui aujourd'hui est commercialisée à disposition de nos clients. Pour y voir solutions qui, encore une fois, Michelin parlait de solutions de gestion de flotte. Aujourd'hui, on a des solutions comme Network Fleet qui nous permet de fournir à des gestionnaires de flotte une solution connectée avec des services associés qui permet en temps réel de savoir quel est le comportement des chauffeurs, quel est le taux de consommation d'essence, est-ce qu'il y a potentiellement des problèmes mécaniques sur la voiture, jusqu'à, il faudrait certainement que je parle à Eric sur sa problématique, mais jusqu'à l'usage des pneus pour s'assurer que ces véhicules soient utilisés du mieux possible. Dans le domaine du grand public, je pense une solution qui est intéressante que nous avons lancée, qui s'appelle Hum, et qui là montre bien finalement la transformation au sein même d'un acteur comme Verizon. Hum, c'est une solution de véhicules connectés et qui nous permet de mettre en place, au-dessus de ces services de connectivité pour les véhicules, également un service d'assistance routière. Et nous commercialisons ce service qui permet finalement un petit peu comme un Mondial Assistance ou d'autres acteurs de l'assurance, AA en Grande-Bretagne par exemple, de s'assurer que le conducteur puisse avoir accès à un service de mécanicien à distance, puisse faire le suivi de ces échéances d'entretien, également pour les parents qui puissent faire le monitoring de l'utilisation par leurs adolescents de la voiture, de savoir si finalement ils se comportent correctement, s'ils font des excès de vitesse ou pas. Donc, les possibilités de ces nouvelles plateformes sont autant monétisables dans le secteur grand public que dans le secteur des verticaux. Ils sont infinis. Alors malheureusement, Laurent, il va falloir qu'on cède l'estrade à la prochaine table ronde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et bonne continuation à Verizon pour la suite. Voilà. Merci à vous.